Les funérailles de mon mari étaient étrangement silencieuses. À sa tombe, j'ai reçu un SMS. Je suis encore en vie. Le corps dans le cercueil, ce n'est pas moi. C'était de son téléphone. Où es-tu maintenant? Ai-je répondu. Je ne peux pas dire. On me surveille. Ne fais confiance à personne. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel de Columbus, dans l'Ohio, se trouvait la maison d'Olivia Hamilton. Elle travaillait sur des projets de design graphique dans son studio à domicile. La lumière du soleil de l'après-midi, qui filtrait par les grandes fenêtres, se reflétait sur l'écran de son ordinateur. De la cuisine provenaient les bruits de la préparation du dîner. Ce soir-là, elle avait prévu de faire des lasagnes, le plat préféré de Jacob. « Maman, quand est-ce que papa rentre ?» demanda Ethan, 8 ans, en faisant irruption dans le studio, sa feuille de devoir à la main. Il attendait toujours avec impatience le moment où son père rentrerait à la maison. « Bientôt, mon chéri. Aujourd'hui, on va préparer les lasagnes préférées de papa. » Olivia détourna les yeux de son écran et sourit à son fils. « Tu as fini tes devoirs ? » « Il ne me reste que les maths, » répondit Ethan, l'air un peu troublé. « Je ne comprends pas bien la table de 9. » « Ce n'est pas grave. Quand papa rentrera, on lui demandera de nous aider tous les deux. » Jacob était un excellent architecte spécialisé dans la conception résidentielle pour une entreprise de construction locale. Il était doux et responsable, un homme qui chérissait sa famille plus que tout. Chaque soir, il s'assurait d'être à la maison pour 19 h, aidant Ethan avec ses devoirs et écoutant Olivia lui parler de son travail. Leur vie de couple était paisible et remplie de bonheur. Un peu après 19 h ce soir-là, ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. « Je suis rentré », retentit la voix joyeuse de Jacob. « Papa !» Ethan laissa tomber ses devoirs et courut vers lui. Olivia sortit également du studio pour accueillir son mari. Jacob portait un costume bleu marine et semblait fatigué, mais la vue de sa famille fit naître un sourire naturel sur son visage. « Bon retour à la maison, mon chéri. » Olivia embrassa la joue de son mari. « Comment s'est passée ta journée ? » « Bien. J'ai enfin terminé les plans pour le nouveau projet, » répondit Jacob en desserrant sa cravate. « Ethan, comment ça avance, ses devoirs ? » « Je ne comprends pas la table de 9, » dit son fils en prenant la main de son père pour le conduire vers la table du salon. Les dîners de la famille Hamilton se déroulaient toujours dans une atmosphère chaleureuse. Ce jour-là encore, ils se réunirent autour des lasagnes qu'Olivia avait préparées et discutèrent des événements de la journée. Ethan raconta avec enthousiasme comment il avait joué avec ses amis à l'école, et Olivia expliqua un nouveau projet qu'elle avait reçu d'un client. Jacob écoutait attentivement leurs deux récits, posant parfois des questions ou faisant des blagues. La famille de Jacob était bien connue dans la communauté. Son père, Robert Hamilton, avait été conseiller municipal pendant de nombreuses années. Il était réputé pour son caractère doux et honnête et avait gagné la confiance profonde des citoyens. Sa mère, Margaret, était active en tant que responsable dans des organisations caritatives contribuant à la vie locale. Son jeune frère, Thomas, avait réussi dans l'immobilier. Bien qu'il fût d'un tempérament différent de celui de Jacob, les relations familiales étaient bonnes. Une fois par mois, un dîner de famille réunissait tout le clan Hamilton chez les beaux-parents. La fin de ce mois-là correspondait à ce jour. Dans l'impressionnante demeure des beaux-parents, toute la famille se rassemblait autour des repas élaborés que Margaret préparait avec le plus grand soin. « Olivia, merci de toujours prendre soin de mon fils et d'Ethan, » disait Margaret, accueillant toujours Olivia avec un sourire chaleureux. « Je suis dévouée au développement de cette ville », déclarait souvent Robert avec fierté en discutant des nouveaux plans d'aménagement urbain. Thomas parlait de ses dernières transactions immobilières réussies, et toute la famille louait ses talents. Jacob était modeste, mais on faisait parfois appel à ses connaissances professionnelles d'architecte. Pour Olivia, ses beaux-parents étaient tous des gens bienveillants qui la traitaient comme un membre de leur propre famille. Margaret, en particulier, avait été un soutien précieux lorsqu'Olivia se sentait anxieuse au début de son mariage. Robert aussi, bien que digne, était chaleureux et adorait Ethan. « Je suis si heureuse d'être entrée dans cette famille », pensait sincèrement Olivia. Son mari était aimant, son fils grandissait en bonne santé et était brillant, et ses beaux-parents étaient chaleureux. Les jours paisibles sans le moindre souci se succédaient. La vie d'Olivia était véritablement l'incarnation de la vie de famille idéale. Ce soir-là, après avoir mis Ethan au lit, Olivia et Jacob s'assirent ensemble sur le canapé, profitant d'un moment de calme. « J'ai une réunion tôt demain matin », dit Jacob en posant sa tête sur l'épaule de sa femme. «
Conduis prudemment, répondit Olivia en caressant doucement les cheveux de son mari. Bien sûr, pour toi et pour Ethan. Pour eux, ce n'était qu'une scène ordinaire de leur vie quotidienne. Le mardi matin, Olivia se leva tôt pour préparer le petit déjeuner de Jacob. Il lui avait dit la veille qu'il avait une réunion importante concernant un projet de construction. Il s'agissait d'une réunion sur le nouveau plan de développement de logement de la ville, un projet qui était également lié à son père, Robert. « Je risque de rentrer tard aujourd'hui », dit Jacob en posant sa tasse de café. Après la réunion, il y a aussi une inspection sur le chantier. « Fais attention », dit Olivia en l'embrassant sur la joue. « Je passerai prendre Ethan à l'école. » Jacob caressa la tête de son fils et partit travailler. Pour Olivia, ce n'était qu'une matinée ordinaire de plus. Vers 10 heures du matin, Olivia se concentrait sur la conception du logo d'un client. Lorsque le téléphone sonna, elle répondit d'un geste léger, pensant qu'il s'agissait d'une demande de travail. « Est-ce que je parle à Madame Hamilton ?» C'était une voix d'homme, basse. « Oui, c'est Olivia Hamilton. Ici un agent du département de police de Columbus. Nous devons vous parler au sujet de votre mari, Jacob Hamilton. » La main d'Olivia se mit à trembler. Elle eut un mauvais pressentiment. « Votre mari a été victime d'un accident de la circulation. Veuillez vous rendre immédiatement à l'hôpital Saint-Marie. » Après avoir raccroché, Olivia resta immobile pendant plusieurs secondes. Son esprit se vida et elle perdit toute notion de la réalité. Elle demanda en hâte à une voisine de récupérer son fils et se dirigea vers l'hôpital. La salle des urgences de l'hôpital Saint-Marie était enveloppée d'une odeur de désinfectant et d'une atmosphère tendue. Olivia donna le nom de son mari à la réception. L'expression de l'infirmière s'assombrit. « Vous êtes de la famille ? Le médecin va vous parler. » Le médecin était un homme d'âge moyen à l'air fatigué. Il conduisit Olivia dans une pièce privée et l'invita à s'asseoir. « Madame, je suis vraiment désolé. Votre mari était déjà inconscient et dans un état critique à son arrivée. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais... » Le médecin marqua une pause. « À 9h42 ce matin, votre mari est décédé. » Olivia resta sans voix. La voix du médecin semblait venir de très loin. « La police vous expliquera les détails de l'accident. Votre mari est entré en collision avec un gros camion sur l'autoroute. Selon le chauffeur du camion, la voiture de votre mari a brusquement changé de voie. » « Brusquement ? Jacob ferait une chose pareille ?» dit Olivia d'une voix tremblante. Son mari était un conducteur prudent. Il ne faisait jamais d'excès de vitesse et ne conduisait jamais imprudemment. La police mènera une enquête détaillée. Pour l'instant, veuillez contacter votre famille. D'une main tremblante, Olivia appela ses beaux-parents. Robert répondit au téléphone. « Papa, Jacob ?» Sa voix se brisa. « Il a eu un accident. »« Quoi ? Dans quel hôpital ? » ?»« J'arrive tout de suite. » 30 minutes plus tard, les trois beaux-parents arrivèrent à l'hôpital. Margaret serra Olivia dans ses bras et pleura. Robert obtint des explications détaillées du médecin et Thomas discutait avec la police des détails de l'accident. « Mon fils, répétait Margaret à travers ses larmes. Comment cela a-t-il pu arriver ? Robert avait également les larmes aux yeux. C'était un fils formidable. Il n'avait que 37 ans. À la morgue de l'hôpital, Olivia vit son mari pour la dernière fois. Jacob reposait avec une expression paisible. Bien qu'il n'y eût pas de blessure majeure sur son visage, il n'était pas difficile d'imaginer l'impact de l'accident. « Où est papa ? Pourquoi il ne rentre pas ? » demanda Ethan à sa mère ce soir-là. Olivia prit son fils sur ses genoux et lui expliqua doucement. « Papa est allé au ciel. Mon trésor, il est dans un endroit où il n'a plus mal et il veille sur nous. » Ethan pleura, incapable de comprendre. Olivia elle-même ne pouvait pas non plus accepter la réalité. Dès le lendemain, les préparatifs des funérailles commencèrent. Margaret et Robert prirent tout en charge. « Laisse-nous faire. Tu devrais te reposer, » dit doucement Margaret à Olivia. Dans des moments comme celui-ci, il vaut mieux que les personnes expérimentées s'en occupent. Olivia était si submergée par le chagrin qu'elle n'avait pas l'énergie de penser aux détails. Elle accepta avec gratitude l'offre de ses beaux-parents. Robert s'occupa des rendez-vous avec les pompes funèbres. Margaret organisa le repas et Thomas se chargea de contacter les invités. Mon frère était respecté dans la communauté. Je suis sûr que beaucoup de gens viendront, dit Thomas. En effet, les appels de condoléances des collègues, amis et voisins de Jacob ne cessaient d'affluer. On pouvait voir à quel point il était aimé, à la fois comme architecte et comme homme. Le jour de la veillée funèbre,
Plus de 100 personnes se rassemblèrent sur le lieu de la cérémonie. Les collègues de Jacob louèrent tous son caractère. C'était un architecte merveilleux. Sa passion pour le design était extraordinaire. Il était dévoué à sa famille et parlait toujours de sa femme et de son enfant. Il avait un grand sens des responsabilités et était un chef d'équipe. Olivia, vêtue d'une robe de deuil noir, saluait chaque invité. Ethan se tenait à côté de sa mère, incapable de bien comprendre les conversations des adultes. Robert lut l'éloge funèbre. Mon fils Jacob a toujours fait de son mieux en tant qu'architecte, en tant que mari, en tant que père et en tant que fils. Sa mort soudaine est une grande perte pour notre famille. Margaret pleura tout du long. Cet enfant était sérieux et gentil depuis tout petit. Il avait l'air si heureux quand il a épousé Olivia et qu'Ethan est né. De nombreuses personnes assistèrent également au service funéraire le lendemain. Le maire envoya même un télégramme louant la contribution de Jacob à la communauté locale. C'est une grande perte. Il était si jeune. Je n'ose imaginer ce que ressent la famille. Les participants exprimèrent leur tristesse de diverses manières. Pour Olivia, c'était aussi l'occasion de reconfirmer à quel point son mari était aimé. Mais en même temps, ces 2 jours lui parurent irréels. C'était comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre, et elle ne pouvait pas croire que Jacob était vraiment mort. Chaque matin, en se réveillant, elle était surprise que son mari ne soit pas à côté d'elle dans le lit, puis se souvenait de la réalité et était submergée par la tristesse. Pendant les funérailles, Olivia se remémorait ses souvenirs avec son mari. Le jour de leur première rencontre, la nuit où il l'avait demandé en mariage, leur mariage, le jour de la naissance d'Ethan. Leurs 10 années de vie commune avaient été remplies de bonheur. Tout cela lui avait été arraché en un instant. « Comment suis-je censé continuer à vivre » murmura Olivia dans son cœur. Thomas posa sa main sur son épaule. « Ça va aller, Olivia. Nous sommes là pour toi. Je vous protégerai, toi et Ethan, à la place de mon frère. » Elle savait qu'elle avait le soutien chaleureux de ses beaux-parents. Cependant, le vide laissé par la perte de son mari ne semblait pas pouvoir être comblé. Même après la fin des funérailles et le départ des invités, Olivia ne pouvait accepter la réalité. Elle n'avait aucune idée de la manière dont elle allait vivre sa vie à partir de demain. 3 jours plus tard, le samedi, l'inhumation devait avoir lieu. Le cimetière, situé sur les collines à l'extérieur de Columbus, était balayé par le vent froid de la fin de l'automne. Les chênes et les érables avaient déjà perdu leurs feuilles, et le ciel gris pesait lourdement au-dessus d'eux. Olivia, enveloppée dans un manteau noir, serrait fermement la main d'Ethan, 8 ans. Son fils portait un petit costume noir et levait les yeux vers les expressions sérieuses des adultes. « Maman, est-ce que papa est vraiment au ciel ?» demanda Ethan d'une petite voix. « Oui, papa nous regarde depuis le ciel », répondit Olivia d'une voix tremblante. Cependant, elle-même ne parvenait toujours pas à accepter pleinement la mort de son mari. Une 50aine de personnes s'étaient rassemblées au cimetière. Les collègues de Jacob, les voisins et des parents de la belle famille. Robert et Margaret se tenaient au premier rang, et Thomas guidait les invités. Le pasteur ouvrit sa Bible et commença à prier à voix basse. « Seigneur, veuillez accueillir l'âme de Jacob Hamilton, notre fils, mari et père bien-aimé, en votre présence. » Olivia écoutait les yeux fermés. Elle entendait les sanglots des gens autour d'elle. La voix éplorée de Margaret, en particulier, exprimait la profonde tristesse d'une mère. Jacob a fourni un foyer à de nombreuses familles en tant qu'architecte, a aimé sa femme en tant qu'époux et a chéri son fils en tant que père, poursuivit le pasteur. Le cercueil était posé sur le dispositif positionné au-dessus de la fosse. Le cercueil de métal noir reflétait faiblement la lumière terne du soleil d'automne. Olivia réalisa que son mari reposait à l'intérieur, et les larmes menaçaient de déborder. Robert s'avança et commença à lire l'éloge funèbre. « Mon fils Jacob était la fierté de notre famille. Il a toujours aimé la justice, chéri sa famille et été honnête dans son travail. » À ce moment-là, le smartphone d'Olivia vibra. Au début, elle ne sentit pas la vibration, concentrée sur l'éloge funèbre. Cependant, comme la vibration continuait, elle le sortit précipitamment de sa poche. Au moment où elle vit l'écran, le sang d'Olivia se glaça. L'expéditeur du message était indiqué comme étant Jacob. Le nom et le numéro de téléphone de son mari s'affichaient. D'une main tremblante, elle ouvrit le message. « Toujours en vie. C'est quelqu'un d'autre dans le cercueil. » Olivia eut le souffle coupé. Elle regarda autour d'elle, mais personne ne l'avait remarqué. Robert continuait son éloge et les invités écoutaient en silence. Elle répondit à la hâte, « Où es-tu maintenant ?» Ses doigts tremblaient et elle n'arrivait pas à taper correctement.
Elle dut retaper les lettres plusieurs fois. Lorsqu'elle appuya sur le bouton d'envoi, une réponse arriva immédiatement. Je ne peux pas le dire. Je suis surveillée. Ne fais confiance à personne. Le cœur d'Olivia se mit à battre violemment. Était-ce un rêve ou un canular de mauvais goût? Cependant, ce message avait bien été envoyé depuis le téléphone portable de Jacob. Elle s'apprêtait à répondre « Qui es-tu » quand Robert se tourna vers elle. « Olivia, ça va? Tu as l'air pâle. »« Oui, ça va, » dit Olivia en remettant précipitamment son smartphone dans sa poche. « J'ai un petit malaise. » Margaret s'approcha, inquiète. « Tu devrais peut-être t'asseoir. Le choc a été trop grand. »« Ça va, je vous assure. Continuez, s'il vous plaît. » Robert reprit l'éloge. Mon fils était activement impliqué dans les projets de construction de la ville et a contribué au développement de cette région. Olivia écoutait les paroles de son beau-père, l'esprit en pleine confusion. Si Jacob était en vie, qui était dans le cercueil? Pourquoi se cachait-il? Que signifiait « je suis surveillé » ? Et la question la plus terrifiante était cette phrase « ne fais confiance à personne ». Cela incluait ses beaux-parents? Au cours de ces 3 jours, ils avaient soutenu avec dévouement Olivia et Ethan. Elle ne pouvait imaginer qu'ils sachent quelque chose. Le pasteur offrit la prière finale, et le cercueil commença à descendre dans la tombe. Alors que des sons mécaniques résonnaient, les invités regardaient en silence. Olivia fixait le cercueil et pensait. Si le message de son mari était vrai, un étranger se trouvait à l'intérieur. Cette personne n'avait-elle pas une famille, elle aussi? La famille de cette personne n'était-elle pas inquiète, ne sachant pas où se trouvaient leurs proches? Lorsque le cercueil fut complètement descendu dans la tombe, les invités jetèrent de la terre dessus à tour de rôle. Quand ce fut le tour d'Olivia, elle hésita en prenant de la terre dans sa main. Elle ne comprenait plus ce que signifiait ce geste. Ethan tira sur la main de sa mère. « Maman, je veux dire au revoir à papa. » Olivia se tint devant la tombe avec son fils. « Papa, merci. Je t'aime, » dit-elle à voix haute. Mais dans son cœur, elle faisait un vœu, « Si tu es en vie, je te retrouverai, c'est une promesse. » Une fois l'inhumation terminée, les invités commencèrent progressivement à partir. Robert, Margaret et Thomas se tenaient autour d'Olivia et d'Ethan. « Au sujet de l'avenir » commença Robert. « Olivia, je m'inquiète pour votre vie, à toi et à Ethan. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à nous en parler. » « Merci. » Olivia regarda son beau-père. Ses yeux exprimaient une réelle inquiétude. Si le message de Jacob était vrai, cet homme mentait. Mais il n'en avait pas l'air. Margaret prit la main d'Olivia. « Nous vous considérons, toi et Ethan, comme notre famille. Même si Jacob est parti, cela ne changera pas. » Thomas acquiesça également. « Je veillerai sur Ethan à la place de mon frère. Il aura besoin de moments entre hommes, lui aussi. » Leurs paroles semblaient chaleureuses et sincères. Olivia était confuse. Si le message de son mari était vrai, les 3 personnes devant elle jouaient la comédie, mais leur tristesse et leur inquiétude paraissaient authentiques. Sur le chemin du retour, Olivia vérifia à nouveau son smartphone. Il n'y avait pas de nouveau message. Elle essaya d'appeler le numéro de Jacob, mais un message automatique annonça « Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. » Cette nuit-là, après avoir mis Ethan au lit, Olivia s'assit seule dans le salon. En regardant la photo de son mari, elle ne cessait de penser au message de l'après-midi. Peut-être avait-elle eu des hallucinations dues au chagrin. Ou peut-être était-ce le canular de mauvais goût de quelqu'un. Mais ce message avait bien été envoyé depuis le téléphone portable de Jacob. Il était possible de falsifier le numéro, mais pourquoi quelqu'un aurait-il besoin de faire une chose pareille? Olivia vérifia de nombreuses fois l'historique des messages sur son smartphone. Il restait bien un message provenant du numéro de Jacob. Ce n'était pas un rêve. Les mots « ne fais confiance à personne » ne la quittaient pas. Cela incluait ses beaux-parents? En repensant à tout ce qu'ils avaient fait pour elle et Ethan au cours de ces 3 jours, elle ne pouvait pas douter d'eux. Mais si son mari le disait, il devait y avoir une raison. Olivia prit une décision. À partir de demain, elle mènerait secrètement l'enquête pour découvrir la vérité. Si son mari était vraiment en vie, elle comptait le retrouver. Et si ses beaux-parents cachaient quelque chose, elle devrait aussi le révéler. Quelle que soit la vérité, pour le bien d'Ethan et pour le sien, Olivia devait trouver des réponses. Le lendemain, Olivia fit semblant de passer un dimanche ordinaire en apparence. Elle prit son petit déjeuner avec Ethan, joua au parc du quartier et lut dans l'après-midi. Mais dans son cœur, elle ne pouvait penser à rien d'autre qu'au message de son mari.
Après qu'Ethan se fut endormi cette nuit-là, Olivia commença secrètement à agir. D'abord, elle vérifia l'application de géolocalisation sur le téléphone portable de Jacob. C'était une application qu'ils utilisaient en couple pour savoir où se trouvait l'autre. Normalement, si le téléphone n'était pas utilisé, les informations de localisation ne s'affichaient pas non plus, mais elle fut surprise en voyant l'écran. Le téléphone portable de Jacob émettait bien un signal. L'emplacement indiquait un quartier industriel à environ 3 km de la maison de ses beaux-parents. Olivia zooma sur la carte pour examiner les détails. Cet endroit était un ancien quartier d'entrepôt, une zone où il n'y avait presque personne la nuit. « Es-tu vraiment en vie ?» murmura Olivia en fixant l'écran. Le lendemain matin, Olivia appela Margaret. « Maman, pourriez-vous vous occuper d'Ethan aujourd'hui ? J'aimerais être seule un moment pour mettre de l'ordre dans les affaires de Jacob. » « Bien sûr, Olivia. Dans des moments comme celui-ci, tu as aussi besoin de temps pour toi. Nous garderons Ethan, alors prends ton temps et repose-toi. » La voix de Margaret était douce et pleine de sollicitude. Olivia se sentit coupable, mais se dit que c'était le seul moyen de connaître la vérité. Dans l'après-midi, après avoir laissé Ethan chez ses beaux-parents, Olivia se dirigea vers le quartier industriel indiqué par la géolocalisation. C'était une zone bordée de vieux entrepôts, dont beaucoup avaient fermé ou déménagé. L'endroit indiqué par le téléphone de Jacob était un bâtiment avec une enseigne indiquant « Hamilton Material ». Hamilton Material. Olivia était perplexe. N'était-ce pas le nom de ses beaux-parents ? Elle observa attentivement les alentours du bâtiment. En surface, il semblait abandonné, mais la voiture de Thomas était garée sur le parking. Olivia eut le souffle coupé. Quelle raison son beau-frère aurait-il de venir ici ? Vers le soir, Thomas sortit du bâtiment. Olivia l'observait de loin, mais son expression était différente de son habituelle gaieté. Il avait l'air sérieux, comme s'il portait un lourd fardeau. Cette nuit-là, Olivia décida d'examiner minutieusement le bureau de Jacob. Son mari avait une personnalité méthodique et rangeait toujours les documents importants. S'il avait été impliqué dans une situation dangereuse, il pourrait y avoir des preuves. En ouvrant les tiroirs du bureau, elle trouva une petite boîte verrouillée au fond du tiroir du bas. Olivia se souvint de l'endroit où son mari cachait des choses et récupéra la clé derrière la bibliothèque. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des documents qu'Olivia n'avait jamais vus. Des documents liés au projet de construction de la ville, des rapports comptables et des mémos manuscrits. En lisant les mémos, Olivia fut choquée. Contrat frauduleux au sein du conseil municipal, preuve de pot de vin. Implication de Robert Hamilton, date de rapport prévue au FBI. Jacob avait enquêté sur la corruption de son père et prévoyait de le signaler au FBI. La date du dernier mémo était la veille de l'accident. Les mains d'Olivia tremblaient. L'accident de voiture de son mari n'était pas une coïncidence. Que avaient fait ses beaux-parents pour cacher la vérité ? Tard cette nuit-là, Olivia prit une décision capitale. Elle s'introduirait dans le bâtiment de Hamilton Material pour chercher son mari. Elle savait que c'était dangereux, mais elle ne voyait pas d'autre solution. À 2 heures du matin, Olivia se dirigea vers le quartier industriel. Il n'y avait pas de lampadaire autour du bâtiment, et seule la lueur de la lune la guidait. Lorsqu'elle essaya la porte de derrière, elle s'ouvrit de manière inattendue. À l'intérieur, le bâtiment était plongé dans l'obscurité la plus totale, seul le faisceau de sa lampe de poche éclairait le sol. Le premier étage portait des traces d'utilisation comme entrepôt, mais il était actuellement vide. Trouvant un escalier, elle monta au 2e étage, où se trouvaient plusieurs pièces. En ouvrant la porte de la 3e pièce, Olivia retint son souffle. Il y avait un escalier menant à un sous-sol. Descendant les marches avec crainte, elle entendit de faibles bruits provenant du sous-sol. Le sous-sol était étonnamment spacieux, divisé en plusieurs pièces. De la lumière filtrait de la pièce la plus au fond. Olivia maîtrisa les battements de son cœur et regarda à l'intérieur par une fente de la porte. Jacob était là, attaché à une chaise. « Jacob !» Olivia faillit crier mais se couvrit la bouche à la hâte. Son mari était en vie mais visiblement affaibli. Son visage était décharné et sa barbe avait poussé en désordre. Il regardait le plafond en marmonnant quelque chose. Olivia ouvrit la porte et entra. « Jacob, c'est moi. » Son mari se retourna, surpris. « Olivia, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu ne peux pas venir, c'est trop dangereux. »« Ça va. Je suis venu te sauver. » Olivia essaya de défaire les cordes de son mari. À ce moment, une voix retentit derrière elle. « Alors comme ça, tu as tout découvert. » En se retournant, elle vit Robert.
Son expression n'était pas celle, douce, qu'Olivia connaissait, mais froide et calculatrice. Margaret et Thomas apparurent à côté de lui. « Pourquoi » dit Olivia d'une voix tremblante. « Pourquoi, Jacob » Robert soupira profondément. « Mon fils a fourré son nez dans des affaires qui ne le regardaient pas. Les projets de construction de la ville sont essentiels pour le développement de la région. Même s'il y a eu quelques arrangements, c'était un mal nécessaire. »« Des arrangements » dit Jacob d'une voix pleine de colère. « Des pots de vin. Tu as reçu des millions de dollars d'entreprises de construction. » Margaret intervint. « Je voulais que mon fils comprenne. C'était pour protéger l'honneur de la famille. » « L'honneur de la famille » Olivia n'en croyait pas ses oreilles. « Cacher des crimes, c'est ça, l'honneur » Thomas dit, d'un air contrit, « J'étais contre. Mais père a dit que c'était pour éviter la ruine de la famille. » Selon les explications de Robert, lorsque les beaux-parents apprirent que Jacob rassemblait des preuves pour les transmettre au FBI, ils tentèrent de l'arrêter. L'accident de la circulation avait été mis en scène. Il l'avait en réalité endormi avec des somnifères et simulé sa mort en utilisant le corps d'un patient sans famille. Le médecin de l'hôpital était également complice dans l'affaire de corruption et avait falsifié le certificat de décès. « Pourquoi as-tu envoyé le message » demanda Olivia à son mari. « Thomas m'a secrètement apporté un vieux smartphone, pris de remords. Mais il y a des caméras de surveillance, donc je ne pouvais pas écrire de détails. »« J'ai cru que tu pourrais être en danger, » dit Thomas d'une voix proche des larmes. « Frère, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas eu le courage de m'y opposer. » Robert dit froidement, « Trahir sa famille ? Il semble que j'ai mal élevé mon fils. »« L'argent et le statut sont-ils plus importants que la justice ?» cria Jacob. « C'est vous qui ne comprenez pas le sens du mot famille. » À ce moment, Olivia se souvint qu'elle avait secrètement enregistré la conversation sur son smartphone. Elle avait rassemblé suffisamment de preuves. Elle appela le 911. « C'est une urgence. Il y a un enlèvement en cours au sous-sol de Hamilton Material. » 20 minutes plus tard, la police et le FBI arrivèrent. Robert, Margaret et le médecin complice furent arrêtés. Thomas promit de coopérer dans le cadre d'une négociation de peine. Les examens à l'hôpital montrèrent que Jacob souffrait de déshydratation et de malnutrition légère, mais que sa vie n'était pas en danger. On s'attendait à ce qu'il se rétablisse après une semaine d'hospitalisation. « Si tu n'étais pas venu me sauver » dit Jacob en tenant la main d'Olivia sur son lit d'hôpital. « Nous sommes une famille. Une vraie famille se bat pour ce qui est juste, » répondit Olivia en souriant. Ethan se précipita dans la chambre d'hôpital. « Papa, tu es vraiment là ?» Ils s'étreignirent tous les trois pour la première fois depuis longtemps. Le cauchemar était enfin terminé. Un an plus tard, Olivia et Jacob s'étaient installés dans une nouvelle maison dans la banlieue de Dayton, en Ohio. Pour prendre leur distance avec les événements de Columbus, Jacob avait été muté dans un cabinet d'architecte local, et Olivia avait également trouvé de nouveaux clients. Ethan s'était habitué à sa nouvelle école et s'était fait des amis. Au tribunal, Robert avait été condamné à une peine de 20 ans de prison pour corruption en usant de sa position au conseil municipal et pour enlèvement. Jusqu'au bout, il avait essayé de faire jouer son pouvoir. « J'ai contribué au développement de la ville, pour une affaire de cette ampleur. » Cependant, l'enquête du FBI révéla que le montant total des pots de vin atteignait 5 millions de dollars. Le juge prononça sévèrement, « La responsabilité de ceux qui occupent une fonction publique est grande. Le crime de trahir la confiance des citoyens n'est pas à prendre à la légère. » Margaret fut condamnée à 15 ans pour complicité dans l'enlèvement de son fils et destruction de preuves. Elle soutint jusqu'au bout que son fils avait trahi la famille, mais sa défense ne tint pas devant le tribunal. La peine de Thomas fut réduite à 5 ans grâce à une négociation de peine. Seul lui envoyait des lettres à son frère à plusieurs reprises, mais Jacob et Olivia refusèrent de les accepter. Même avec les liens du sang, il était difficile de regagner une confiance perdue. Le médecin de l'hôpital vit également sa licence médicale révoquée et fut condamné à 10 ans de prison. La falsification de certificats de décès fut considérée comme une grave trahison du système médical. Un soir, au dîner, Ethan demanda « Papa, les méchants ne reviendront plus ? Est-ce que Pépé et Mémé étaient vraiment méchants ?» Le garçon de 9 ans ne connaissait pas les détails de l'affaire, mais s'interrogeait sur le déménagement soudain et le fait de ne plus voir ses grands-parents. Jacob caressa doucement la tête de son fils. « Tout va bien maintenant. Papa et maman te protégeront. Pépé et les autres ont fait de mauvais choix. Mais ce n'est pas de ta faute. » Olivia ajouta à l'explication, «
Parfois, les gens font de mauvais choix pour l'argent ou le statut, mais cela ne les rend pas justes pour autant. Ethan réfléchit un instant puis dit, « Nous, on fait ce qui est bien, n'est-ce pas ?» C'est exact. Même quand c'est difficile, faire ce qui est juste, c'est ce que fait une vraie famille. Jacob suit toujours une thérapie. La semaine de captivité a laissé de profondes cicatrices dans son cœur. Il se réveille parfois en sursaut au milieu de la nuit, hanté par des cauchemars. Cependant, avec le soutien de sa famille et un traitement professionnel, il se rétablit progressivement. À ce moment-là, le choc d'avoir été trahi par ma propre famille a été le plus grand, a-t-il confié à son thérapeute. J'ai appris qu'il y a des choses plus importantes que les liens du sang. La vie dans la nouvelle ville était paisible. Les voisins étaient chaleureux et les nouveaux collègues de Jacob étaient bienveillants. Personne ne connaissait les événements passés. Un dimanche après-midi, ils passaient tous les trois du temps dans un parc voisin. Ethan était sur la balançoire et Olivia et Jacob étaient assis sur un banc, regardant leur fils. « Si tu n'étais pas venu me sauver, je ne sais pas ce que je serais devenu, » dit Jacob en tenant la main d'Olivia. « Nous sommes une famille. Une vraie famille se fait confiance et se protège mutuellement, » répondit Olivia en souriant. « Même avec les liens du sang, s'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas appeler ça une famille. » « Et il y a des choses plus importantes que l'argent et le statut, » ajouta Jacob. « La justice et l'amour, et des cœurs qui se soucient les uns des autres. » Ethan descendit de la balançoire et courut vers ses parents. « Papa, maman, j'ai faim. » Ils se prirent par la main et rentrèrent à la maison. À table, ils offrirent une prière de gratitude. « Nous sommes reconnaissants d'avoir passé cette journée en sécurité, et nous sommes reconnaissants d'être une famille qui peut s'aimer et se soutenir. » Dehors, les vents d'automne dispersaient les feuilles. Mais à l'intérieur, la maison était baignée d'une lumière chaleureuse. Pour ces trois personnes qui avaient appris de première main ce que signifie une vraie famille, la vie à venir serait sûrement différente. Ils n'oublieraient jamais ce qui est plus important que le pouvoir ou l'argent, les liens d'une vraie famille, qui ne sont pas définis par le sang. Et quelles que soient les difficultés qui les attendent, ils continueront à avoir le courage de défendre ce qui est juste.